J'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, ce qui fait qu'elle est un peu longue. Donc si vous voulez aller voir la version courte, vous pouvez aller ici. Et après, rien ne vous empêche de venir voir la version longue. Précédemment, dans Eric Exo. Et maintenant, la suite. Bonjour, bonsoir. Tous nos comportements montrent qu'on se sent supérieur aux animaux. On les parque, on les reproduit, on les utilise un peu comme on veut, on les vend. En fait, même un bébé d'1 mois a plus de droits que n'importe quel chien ou chat. Après tout, les zèbres auraient pu inventer le code barre. Ils l'avaient devant les yeux depuis longtemps. Les rats pourraient sûrement avoir leur guide Michelin et les souris leur usine à couture. Il y a beaucoup d'animaux qui sont plus forts, plus rapides, avec des sens beaucoup plus développés que les nôtres. La question, en fait, c'est qu'est-ce qui est spécifique à l'homme? Qu'est-ce qui le distingue des autres animaux? Qu'est-ce qui fait que ça, avec tous ces détails-là, on sait qu'on a affaire à un homme? L'homme s'est rassemblé en groupe et puis en communauté. Mais c'est pas le seul, en fait. Tout le monde connaît les fourmilières qui peuvent atteindre des tailles énormes. Il y a les ruches des abeilles aussi. Mais il y a aussi les poissons qui vivent en banc, les singes qui vivent en groupe, et les troupeaux de mammifères, et plein d'autres encore. En fait, il y a très peu d'animaux qui vivent réellement seuls. La vie en groupe, ça a pour conséquence le développement de la communication. Vu qu'on vit ensemble, il faut qu'on puisse communiquer. Alors la communication peut être sonore, avec la parole, avec du bruit, mais pas forcément. Ça peut être une communication par vibration, ou une communication chimique, comme celle des fourmis. Les éléphants, par exemple, ils sont capables de reconnaître la voix d'un ami. S'ils entendent un bruit d'éléphant, ils savent si c'est un bruit qui est connu ou pas. Les dauphins, ils communiquent avec ce bruit qu'on connaît très bien. Les abeilles, pour indiquer la position des zones à pollen, elles font dans la ruche une sorte de danse, avec un angle, une longueur de danse précise. Et en fait, cet angle montre l'angle par rapport au soleil, et la distance de la danse, ça montre la distance de la ruche. En fait, c'est vraiment une position GPS. Et du coup, n'importe quelle abeille peut retrouver la même zone grâce à ça. La vie en société, ça a aussi créé la spécialisation chez les insectes particulièrement. Les fourmis, elles ont des ouvrières, des nourrices qui s'occupent des larves, des soldates, des mâles et des femelles, qui ont toute une taille, un corps et un rôle défini. Chez les insectes sociaux, c'est le groupe qui prime sur l'individu. Donc en fait, ça nous fait des réactions différentes. Par exemple, ce radeau, qui est fait pour déplacer toute une colonie de fourmis, il a été fait avec le corps des fourmis. Donc les fourmis se sacrifient individuellement pour que le groupe survive. Ça veut pas dire que les insectes réfléchissent pas. Par exemple, des abeilles qui gardent une ruche, si elles voient une abeille d'une autre ruche qui s'est égarée, elles l'attaquent pas forcément. Elles se sentent pas menacées. Mais si elles voient une abeille de leur ruche qui commence à piller les ressources de la ruche sans participer, elles l'attaquent. L'entraide parmi les animaux, ça a été mis en avant dans les 2 premiers chapitres du livre de Kropotkin, L'entraide, un facteur d'évolution. Les oiseaux se regroupent pour chasser et pour éloigner un prédateur plus gros. Par exemple, les moineaux, ils arrivent à éloigner un gros oiseau comme un pigeon ou un corbeau. Les oiseaux se regroupent aussi pour couver les œufs et élever les petits. Si vous essayez de vous approcher d'un nid de mouette qui est en train de couver, vous allez voir, vous n'allez pas passer un bon moment. Pour les migrations des oiseaux et des mammifères, oui, les rennes, les bisons et autres gnous se déplacent en troupeau. Demandez à Simba. Les animaux qui vivent par petits groupes dispersés sur un grand territoire se regroupent pour se déplacer ensemble. La preuve avec tous ces nuées d'oiseaux, les oiseaux vivent pas tous au même endroit, ils se rassemblent pour la migration. Les rongeurs comme les marmottes, les lapins ou les suricates se regroupent pour faire leurs habitats au même endroit.
pour élever leurs petits ensemble, pour s'entraider dans la protection ou dans la recherche de nourriture. Et ça, en fait, en tant qu'humain, on appelle ça un village. Se regrouper au même endroit pour vivre ensemble, ça s'appelle un village. La vie en société et la lutte contre les pillards des abeilles et des rongeurs, ça montre qu'il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de possession. C'est-à-dire ce qui a été récolté par l'ensemble de la ruche est considéré comme à la ruche. Toutes les abeilles considèrent que c'est le miel de leur ruche. Donc s'il y a un pillard ou n'importe quel animal qui vient essayer de prendre, elles sentent qu'il faut défendre ce qu'elles ont réussi à gagner et à récolter par leur travail. Il existe des amitiés entre des animaux d'espèces différentes. C'est pas seulement le propre de l'homme, qui peut être ami avec un chien, un cheval, un chat. Non, les chats ça marche pas vraiment en fait. On peut pas être ami avec un chat. Enfin, on peut être ami avec un chat, mais le chat n'est pas ami avec nous. Et ces amitiés peuvent durer longtemps. Par exemple, il y a ce lion qui a été élevé par ses deux frères, et quand des années après, ils essaient de le retrouver, voilà ce qui se passe. L'idée que les animaux aient des sentiments, c'est assez dur à imaginer. Et en fait, c'est assez dur à prouver, parce qu'on n'est pas dans leur tête, et on peut juste essayer de comprendre, ou de déduire pourquoi est-ce qu'ils font certaines choses. Ce qui est sûr, c'est que les animaux sont capables de vraies amitiés avec d'autres animaux d'une autre espèce. Par exemple, il y a les chiens, les félins, les éléphants, et il y en a plein d'autres en fait. Regardez ce que fait ce petit canard. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? C'est une bonne question, et il y en a plein d'autres en fait. Ça veut dire qu'ils comprennent que, par exemple, les poissons ont besoin de manger, et qu'il y a de la nourriture pour poissons. Ils arrivent à faire le lien avec tout ça. Alors que le canard, c'est pas forcément l'animal qui est considéré comme le plus intelligent. Une expérience a été faite qui montre que les chimpanzés ne coopèrent que si la récompense est équitable pour les deux singes. Ça a été montré que les singes ils ont une notion de justice, d'injustice et de jalousie. Ce qui semble être quelque chose de très humain. Dans les groupes de chimpanzés mais aussi de corbeaux, on a remarqué une différence dans les outils utilisés et dans la forme des outils. Les différences de comportement et d'utilisation des outils, dans une même espèce, c'est ce qu'on appelle, nous, la culture. C'est-à-dire que l'agriculture, par exemple, se fait pas de la même manière en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. C'est des cultures différentes. Et bien pour les oiseaux, comme les corbeaux, c'est exactement la même chose. Ou pour les chimpanzés. Les outils qu'ils utilisent, en fonction des régions où ils habitent, sont pas les mêmes. La culture, la société, l'injustice, l'amitié, les villages, c'est des notions qui nous semblent très humaines. On considère que c'est nous qui les avons inventées. Mais elles existent chez les animaux. Et cette vie en groupe, ça implique de concevoir des images dans l'esprit. Et ça, c'est le début de l'intelligence. L'intelligence, c'est la possibilité de concevoir des images d'esprit, pour anticiper des choses futures ou prévoir l'effet d'un objet, d'une action, et créer des solutions. Voir d'abord dans sa tête quelque chose, avant de le mettre en pratique. C'est la première forme d'intelligence. Et la conséquence de ça, c'est l'utilisation des outils. Alors ça vous étonnera sûrement pas que les chimpanzés, qui sont très proches de nous, utilisent des lances pour tuer les oiseaux, ou des brindilles pour attraper les termites. Ce qui devient déroutant, c'est l'utilisation de l'eau comme d'un outil. Parce que même nous, on n'y aurait pas forcément pensé. Pour résoudre des problèmes, certains animaux, ils ont une capacité de réflexion qui est étonnante. Ce même problème a été posé à un corbeau, un chien et un bébé. Alors je vous passe les détails parce qu'on a déjà montré comment fonctionnaient les différents objets, et après on a mis en place le problème, et il devait l'ouvrir. Et le résultat est inattendu. Évidemment, c'est l'expérience emmagasinée avant qui aide le plus. Mais on voit que le corbeau a très vite compris comment fonctionnent les objets. Ce problème à 8 étapes est résolu en 2 minutes par un corbeau. Les corbeaux savent aussi fabriquer des outils pour atteindre de la nourriture. Et ça, c'est vraiment étonnant. Pour un tout petit oiseau, on s'attendrait pas à quelque chose comme ça. Chez les chimpanzés, certains comprennent l'anglais. Could you take off Sue's shoe? Could you take my shoe off, please? You might need to untie it. Et il y en a d'autres qui nous battent à ce jeu avec des chiffres.
Alors si vous pensez faire mieux, allez-y, voici le lien, et vous allez voir que vous allez vite déchanter. On voit même ce singe qui regarde sur le côté avant de refaire le problème. Il a enregistré les numéros. Il y a des comportements qui montrent une certaine intelligence. Par exemple, le fait de comprendre ce que les autres veulent ou pensent, d'apprendre par imitation ou par partage technique, ce qui en passant est l'équivalent de la culture, encore une fois. La coopération et la demande d'aide. Envisager le point de vue des autres, ça implique la justice, la vengeance ou encore la manipulation et le mensonge. Cette femelle chimpanzé sait où est cachée une banane. Et en fait, elle se rend vite compte qu'elle est la seule à le savoir et que les autres le savent pas. Du coup, elle va simuler l'ignorance jusqu'à ce que la femelle dominante, qui pourra lui prendre cette banane, ne la voit plus. Et après, elle va récupérer la banane. Ça veut dire qu'elle a menti pour garder l'avantage. Elle savait où était la nourriture et elle a menti pour elle la récupérer. On est loin du comportement des fourmis. En plus de la chasse, certaines espèces font des stockages, comme l'écureuil par exemple, le ninja écureuil, mais aussi de la pêche. Pas de la pêche comme vous pouvez vous y attendre, mais de la pêche à la ligne, comme il faut. Ou de l'élevage, comme les fourmis font avec les pucerons, qu'elles déplacent aux endroits où les pucerons sont le mieux, et elles récoltent le miella du puceron pour se nourrir. C'est de l'élevage exactement comme nous on fait avec les vaches et le lait. C'est exactement pareil. Une expérience intéressante a été faite sur les enfants et les singes. Ça montre en fait que si on met un enfant ou un singe devant un bonbon et qu'on lui dit « Tu peux avoir ce bonbon maintenant, mais si tu attends, un peu plus tard, tu auras plus de bonbons. » Eh ben, s'il voit le bonbon, il peut pas résister à le manger. Le singe comme l'enfant. Maintenant, si, dans la même expérience, au lieu de mettre des bonbons, on met des chiffres ou des images, eh ben en fait, le fait d'avoir rendu abstrait la notion de bonbon, les singes et les animaux résistent à la tentation. Ça montrerait que, en rendant les choses abstraites, ça permet de réfléchir de manière posée, sans émotion. Et l'écriture, c'est le premier pas qui a rendu possible la science et les possibilités d'avancer comme on l'a fait pour inventer de nouvelles solutions. Et c'est pour ça que l'écriture est le point de départ de l'histoire. Pour finir, parce que on a été un peu trop sérieux jusqu'à maintenant, j'aimerais vous montrer quelques exemples d'animaux qui ont des super pouvoirs. Mais des vrais super pouvoirs. Ceux qui connaissent Dragon Ball, le manga, pas le film, hein, le manga. Le film, ça n'a rien à voir. Connaissent Piccolo. Il a la capacité de se régénérer si un de ses membres est coupé. Et il y a un animal qui a ce pouvoir, c'est l'hydre. Alors pas le monstre d'Hercule avec plein de têtes, mais ce petit truc d'1,5 cm. À partir de fragments de son corps, l'hydre peut régénérer un corps entier. Par exemple, si on coupe un hydre en deux, les deux parties repoussent pour faire 2 hydres adultes. Et ça marche à partir de 2% de son corps. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait comme dire que si on vous coupe la main, vous avez une main qui repousse, et vous avez un corps qui repousse sur la main. J'ai un peu perdu la main. Grâce à ça, les hydres sont considérés comme immortels. Les cellules sont régénérées quand elles meurent. Donc l'hydre ne vieillit pas, ne meurt pas de vieillesse, et se reproduit par clonage. Alors comment ils font ? Un petit bourgeon apparaît sur le corps de l'hydre, jusqu'à la taille adulte. Une fois qu'il a la taille adulte, ce nouveau corps se sépare du premier corps, et vit sa vie de son côté. Si ça c'est pas des super pouvoirs, je sais pas ce que c'est. Les fourmis sont spécialisées, on l'a déjà dit. Leurs corps sont adaptés à leur rôle. Elles ont toutes des tailles, des formes différentes. Certaines produisent même de la colle, et font des jets d'acide pour se défendre. Et tout ça, c'est défini dès la naissance. Si on met ça aussi à l'échelle de l'homme, ce serait comme si on avait une armée de Superman. Tous les gens qui doivent aller dans l'armée sont des Superman. Tous les ouvriers, par exemple, ce serait la chose. Ça irait beaucoup mieux. Ou encore, toutes les nourrices ont 300. Et ben le monde des fourmis est fait comme ça. Certains animaux marins sont incroyables. À votre avis, quel est cet animal ? Alors c'est quoi ? Une algue ? Un corail ? Une anémone ? Ça c'est du super pouvoir. C'est mieux que l'homme invisible. Et regardez ce que cette pieuvre est capable de faire.
et c'est à vitesse réelle. En parlant de camouflage, vous connaissez le caméléon. Vous savez, il peut changer de couleur en fonction de l'environnement pour qu'on le voit pas. Mais à votre avis, à quelle vitesse est-ce qu'il est capable de le faire? Bah regardez. Et ça marche même avec plusieurs couleurs. Pour finir avec les super pouvoirs, il y en a un qui est vraiment très connu sur YouTube, c'est les chats. Alors les chats, il y a deux pouvoirs particuliers. Déjà, il y a Super Chat, Super Cat comme on l'appelle, la cape au vent. Et il y a un deuxième super pouvoir, c'est le milliard de vidéos de chats super mignons. Parce que quand même les chats c'est trop mignon. On a pu voir que l'intelligence, c'est une notion compliquée en fait. L'amitié, l'entraide, la reconnaissance des amis, les outils, la culture, la notion de justice, réfléchir sur le futur et inventer des solutions, c'est pas des particularités humaines. Quand on a découvert tout ça sur le chimpanzé, par exemple, les scientifiques ils se sont dit, soit il faut qu'on inclue le chimpanzé comme un homme, soit il faut qu'on change la définition de l'homme. Ce qui veut bien dire que c'est assez compliqué de définir l'homme. La conscience et l'empathie, selon la définition qu'on prend, peuvent s'observer chez les animaux. L'abstraction, c'est une modification importante, parce qu'elle permet de réfléchir sans émotion, à tête reposée, et de faire apparaître de nouveaux comportements. Mais ça peut être à la fois constructif, quand on l'utilise pour la médecine, parce que il faut être capable de mettre ses émotions de côté quand on est chirurgien et qu'on opère du cœur, mais ça peut être aussi destructif si on l'utilise pour la guerre, parce qu'il faut aussi vraiment mettre ses émotions de côté pour avoir l'idée de aller tuer des gens en face de soi. Utiliser le bagage intellectuel des descendants, ça semble être pour l'instant une particularité à l'homme. Mais c'est surtout grâce à l'écriture que ça a été rendu possible. D'ailleurs, l'écriture, et après l'imprimerie, et ensuite Internet, ce sont vraiment des révolutions. Parce que ça a permis une diffusion du savoir. D'abord, l'écriture a permis au savoir de continuer dans le temps. Ensuite, l'imprimerie a permis à l'écriture de se propager beaucoup plus facilement. Et après, Internet a permis encore au savoir de se propager vraiment très rapidement. Vous pouvez maintenant avoir accès à des vidéos ou à des informations de gens partout dans le monde. Et il y a des millions, des milliards d'informations auxquelles vous pouvez avoir accès. Alors qu'avec les livres, il fallait trouver le livre, il fallait l'avoir dans les mains pour pouvoir y avoir accès. Et encore avant l'imprimerie, tous les livres étaient recopiés à la main, ce qui veut dire que pour qu'il y ait une copie de ce livre qui vous arrive dans les mains, c'était déjà très compliqué. Internet, ça a vraiment rendu possible ça, le fait que le savoir peut être accessible par tous, partout, aussi longtemps qu'on le veut. Peut-être que le seul avantage qu'on a, en tant qu'homme, c'est qu'on y a pensé en premier. Alors je dis pas que les animaux sont merveilleux, magnifiques, super bien, et que l'homme serait pas gentil, parce que, quand même, c'est pas bien de faire la guerre, hein. Je dis pas ça. Les animaux, on a l'habitude de les voir comme des êtres qui vivent instinctivement, qui réagissent qu'à des instincts. Alors moi je trouve qu'ils sont pas forcément que instinctifs, par rapport à tout ce que je vous ai montré. Et que si eux sont instinctifs, nous on l'est autant qu'eux. Parce que dans la vie de tous les jours, on réagit à nos instincts. Quand on s'énerve, c'est nos instincts.
Quand on est content, c'est nos instincts. Because I'm happy, clap along if you feel what happiness is stupid. Oh, 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 clap along if you feel like that's what you wanna do. Quand on a faim, c'est nos instincts. Si l'espèce humaine a réalisé des choses incroyables, toutes les découvertes technologiques, aller dans l'espace, sur d'autres planètes peut-être, tout ça, nous, vous et moi, on n'a pas fait grand-chose de tout ça. On n'a rien découvert, on fait qu'appliquer bêtement quelque chose qu'on nous met sous la main. Même un ordinateur, un téléphone, c'est extrêmement compliqué, mais on est incapable de comprendre comment ça marche, on les utilise juste. Et en plus, sans notre technologie, on survivrait pas longtemps, parce que on ne produit plus notre nourriture, on ne sait plus vraiment faire du feu, sans notre voiture, il y a plein de choses qu'on pourrait pas faire. On est devenu dépendant de notre technologie. Alors j'espère qu'avec tout ça, je vais pas vous rendre tous végétariens, définitivement, parce que ce serait dommage. D'ailleurs, en parlant de végétariens, vous le savez peut-être pas, mais les plantes, elles ont aussi des comportements inattendus. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.